Et si je vous disais qu'il était possible de parcourir 3 pays, à pied, en à peine 2 semaines, de partir admirer seul ou à plusieurs les plus beaux sentiers de randonnée de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Italie? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit, car dans ce court film, je vais vous dévoiler les magnifiques sentiers de randonnée que j'ai eu la chance de traverser cet été 2021 en partenariat avec l'agence Grand Angle, à travers la Bavière boisée de l'Allemagne du Sud, les magnifiques montagnes verdoyantes du Tyrol en Autriche, pour enfin terminer notre périple au cœur des fameuses Dolomites en Italie. Un voyage extraordinaire à travers les Alpes centrales qui nous mènera du romantisme fou de Louis II de Bavière au charme éternel et raffiné de Venise, à travers une Europe à l'art et à l'histoire particulièrement riche. Moi, c'est la Tortuga, je suis réalisateur et aventurier. Mais avant ça, je travaillais enfermé dans un bureau, jusqu'au jour où j'ai décidé qu'il était temps de changer de vie. Je me suis acheté une caméra et je suis parti réaliser des films d'aventure autour du monde. Ouais, sans aucune expérience dans le domaine. J'ai vécu dans un monastère bouddhiste en Thaïlande et j'ai appris à méditer auprès des moines. Alors que j'avais campé que 2 fois dans ma vie, je suis parti traverser l'Islande à pied, en solitaire, et j'ai réalisé un film documentaire sur l'impact du réchauffement climatique sur ces glaciers. J'ai même traversé les Cévennes avec un âne, alors que le seul animal de compagnie que j'ai eu, c'est une tortue d'eau douce. Et puis vu qu'on ne pouvait pas trop voyager à l'étranger en 2020, j'ai grimpé sur un vélo et j'ai traversé la France entière à la rencontre de ses habitants. Alors si tu ne souhaites pas louper mes prochains films d'aventure, abonne-toi dès maintenant à ma chaîne YouTube en n'oubliant surtout pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Tu peux également me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram pour suivre mes aventures en direct via mes stories et où je dévoile régulièrement mes plus beaux clichés. Prêt pour l'aventure? Caméra au point, c'est parti! Ma traversée des Alpes centrales durera 14 jours et 13 nuits. J'alternerai entre randonnée et quelques correspondances en bus ou en train. La première partie débute en Allemagne, où je randonnerai pendant plus de 3 jours et visiterai plusieurs magnifiques châteaux. Je passerai ensuite en Autriche, où je randonnerai entre 4 et 5 jours. Mes étapes à pied feront en moyenne 20 km par jour, variant entre 100 et 1000 mètres de dénivelé. Puis je terminerai mon périple en Italie par le Sud-Tyrol et les fameuses Dolomites. Environ 4 à 5 jours de marche. Pour enfin terminer à Venise, où j'arriverai en train depuis les Dolomites. L'itinéraire est téléchargeable sur mon article de blog. Je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Je débuterai mon aventure dans la ville de Füssen. Désolé par avance si j'écorche le nom de certaines villes dans cette vidéo. Située à environ 1 heure en train au sud de Munich. Le temps ne m'inspire alors pas vraiment confiance. J'aperçois au loin, dissimulé dans un épais brouillard, le célèbre château de Neuschwanstein, qui a notamment inspiré le château de Disney. Je me demande alors si, avec ce temps, j'allais avoir l'occasion de l'admirer de plus près. J'entame alors une ascension qui m'emmènera doucement au cœur d'une forêt. Le brouillard est si épais que je passe à côté du château de Neuschwanstein sans même m'en apercevoir. Alors que l'espoir de l'admirer me quitte totalement, les nuages se dispersent au-dessus de moi. Et c'est arrivé en hauteur, sur un point de vue, que j'aperçois enfin le splendide château de Neuschwanstein. C'est en 1867 que, visitant le château français de Pierrefonds, Louis II de Bavière eut l'idée de faire reconstruire l'ancienne ruine du château, au nom imprononçable, Hohenschauerwango, quelque chose comme ça, dans le style authentique des vieux châteaux des chevaliers allemands. 1 an après avoir perdu sa souveraineté au profit du roi de Prusse, le monarque s'éloignait des devoirs liés à sa fonction pour s'adonner à la construction d'un monde idyllique au milieu de ces montagnes où il venait séjourner en famille étant jeune.
Le projet démesuré accumula les difficultés. Aux contraintes liées au site s'ajoutèrent les exigences croissantes du roi qui modifia plusieurs fois les plans en cours de travaux. Si bien que l'édifice ne fut jamais achevé. Après y avoir séjourné pendant 2 années, Louis II fut destitué et interné le 12 juin 1886 au château de Bergues où il mourut le lendemain dans des circonstances mystérieuses. 7 semaines après, le château était ouvert au public afin de démontrer la folie du roi et de rembourser évidemment ses dettes colossales. Ainsi, le refuge du roi solitaire est-il devenu l'un des monuments les plus visités d'Europe, contribuant à forger le mythe entourant sa personnalité. Alors que je continue à m'enfoncer toujours plus profondément dans la forêt, le brouillard m'enveloppe de nouveau, faisant régner une atmosphère mystique. Et c'est entre les pitons de calcaire du massif de l'Amergau que je verrai mes premiers chamois. Je viens de redescendre d'un col là, et ça se dégage un petit peu. Merde, ils sont en train de courir, faut pas que je les loupe. Des dizaines de chamois qui se dandinent tout autour de moi. Le soleil pointera timidement le bout de son nez le lendemain, dévoilant les magnifiques paysages verdoyants des environs. Je retrouvais les bonheurs simples de la randonnée, me retrouver à l'opposé de ma vie parisienne, marcher seul dans mes pensées. Comme unique bruit, la douce mélodie du vent et des petits ruisseaux traversés. Le bonheur à l'état pur. Pourquoi chercher toujours plus loin quand on peut le trouver là, dans ces petites choses si accessibles, mais si peu convoitées? Je terminerai ma journée par la visite du château de Linderhof. À l'origine, simple ferme familiale transformée en pavillon de chasse par Maximilien II, père de Louis II de Bavière, Linderhof est l'un des 2 autres châteaux construits par ce dernier durant son règne. Alors que Neuschwanstein renvoyait à l'imaginaire moyenâgeux, Linderhof apparaît comme une accumulation d'utopies de différentes origines. Si l'édifice principal s'apparente au style rococo, on peut voir dans l'immense jardin un pavillon mauresque racheté à la Prusse après avoir servi lors de l'exposition universelle de Paris en 1867. Une plongée dans le monde du roi des contes de fées. C'est arrivé dans la petite commune d'Étal que j'ai l'occasion de visiter cette fois son abbaye. Fondée en 1330 par Louis IV de Bavière, l'abbaye d'Étal assurait la protection de la route vers le Tyrol en Autriche. Stratégique, le monastère reçut de l'empereur un grand nombre de terres et de biens, dont une statue de la Vierge ramenée d'Italie, qui fit du lieu un important règne de pèlerinage. En 1803, l'abbaye est sécularisée et laissée à l'abandon. Elle renaît de ses cendres en 1899 pour être rattachée à la congrégation bénédictine de Bavière à laquelle elle appartient toujours. C'est donc la tête riche de ces nouvelles connaissances que j'irai me coucher, épuisé, dans un hôtel situé à Garmisch, à quelques kilomètres d'Étal. Je me trouve dans la charmante ville de Garmisch, entourée de montagnes, regardez-moi tout autour. Et je me dirige ce matin vers les gorges de Partnack. Classé au monument naturel depuis 1912, ce canyon de 700 mètres de long et 80 mètres de profondeur est creusé par la rivière Partnack, dans les couches calcaires du Wetterstein.
Une succession de tunnels creusés à même la roche permettant de la traverser. Je quittais alors l'Allemagne en train, direction l'Autriche, pour ainsi attaquer l'ascension de ces fameuses montagnes du Tyrol. Dès les premiers kilomètres d'ascension, les montagnes du Tyrol me mettent au défi. Les pentes sont raides, les sentiers très étroits. Partout, des panneaux d'avertissement. Attention à la chute. Il ne faut pas avoir le vertige et bien regarder où on met les pieds. En même temps, j'avais rien à faire ici. Mon train ne s'était pas arrêté à la bonne station. Bon, eh bien, je suis bien arrivé en Autriche, mais pas dans la bonne ville, parce qu'apparemment ici dans les trains, il faut appuyer sur un bouton stop pour arrêter le train. Et évidemment, à l'arrêt où j'allais m'arrêter, personne ne descendait et il n'y avait personne sur le quai. Donc j'ai eu beaucoup de chance, voilà. J'avais donc dû improviser, en prenant un nouveau sentier qui n'était pas prévu sur mon itinéraire. En même temps, c'est ça l'aventure, non? L'imprévu. Et généralement, par expérience, c'est lors de ces imprévus que l'on a les plus belles surprises. Et en fait, du coup, le nouveau chemin que je dois emprunter, il est assez casse-gueule. Je me suis fait 2-3 petites frayeurs, là je suis tombé 2-3 fois. Pas évident ce petit sentier, mais je suis vraiment là, tout seul. Pendant mes premiers jours de marche dans les montagnes d'Autriche, entre mon départ à Gissenbach jusqu'à Innsbruck, je ressentirai pour la première fois une profonde solitude. Oui, parce que vraiment, je ne rencontrerai presque personne, si, à part quelques chevaux sur mon passage. Mais pas la solitude qui vous rend triste et nostalgique, non. Cette solitude que l'on ne peut ressentir qu'en randonnant en pleine nature. Celle où on se sent bien, tranquille, paisible et libre. J'avais littéralement toutes les montagnes rien que pour moi. J'arrive alors dans la fameuse ville d'Innsbruck, littéralement le pont sur l'Inn. La capitale du Land du Tyrol est la deuxième plus grande ville des Alpes, connue pour ses stations de sport d'hiver où on y vient toute l'année pour visiter son centre historique. Résidence préférée de l'empereur Maximilien Ier, elle abrite en effet des monuments remarquables parmi lesquels la cathédrale Saint-Jacques, la Hofkirche, je ne sais pas si on prononce bien, mausolée de Maximilien Ier, ou encore le Petit Toit d'Or, loge d'honneur construite par l'empereur pour son mariage dont la toiture est recouverte de 2657 tuiles dorées. Je prends alors la direction de Krimmel pour débuter ma dernière étape en Autriche, dans le Tyrol du Sud, en traversant le Krimmler Aschental, large vallée glaciaire cernée de hauts sommets aux portes de l'Italie. Cette étape, elle débute aux gigantesques cascades du même nom, Krimmel, issue en grande partie de la fonte des glaciers du parc national de Hohe Tauern. Il devrait penser à mettre des mots plus simples à prononcer. L'eau laiteuse du torrent de Krimmel dévale un immense verrou rocheux, formant 3 cascades successives de 140, 100 et 140 mètres. Plus importantes d'Europe par leur débit, les chutes se découvrent de belvédère en belvédère via un large sentier en sous-bois. Plus je m'enfonce dans la vallée de Krimmler Aschental, plus les marcheurs se font rares. Je découvre alors une nature riche tout en longeant la source des cascades de Krimmel.
J'arrive alors à l'imposante bâtisse du Krimmler Tauernhaus, l'auberge où je passerai la nuit, située au cœur même de la vallée, dernière étape avant les frontières pour l'Italie. Welcome to the Krimmler Tauernhaus in the Achental Valley in Austria. And this is a special place to cross the Alps because this house exists since 600 years. People in the last 100 years used the way to cross the Alps. Bon, eh bien, je quitte l'auberge Krimmler Tauernhaus, je ne sais pas si on le dit bien. En tout cas, c'était un véritable coup de cœur pour cette auberge. Et aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale étant donné que je quitte mon deuxième pays, l'Autriche. Je vais franchir la frontière à pied cette fois. Et donc pour l'Italie, mon dernier pays, ma dernière ligne droite. C'est ma dernière journée en Autriche. Pour franchir la frontière avec l'Italie, deux choix s'offrent à moi. L'ascension de la Birnlücke, à plus de 2665 mètres d'altitude, col frontière séparant le Tyrol autrichien de l'ancien Tyrol sud, aujourd'hui italien. On va alors jouir d'une vue privilégiée sur le massif de Venediger et ses glaciers. Ou alors l'ascension d'I Krimmel-Tauern, plus bas et donc moins raide que le précédent, qui sépare aussi les deux Tyrols. Évidemment, je choisis le plus dur et le plus raide, la Birnlücke. Mais vous allez le voir, ça en valait vraiment le coup. Arrivé au sommet après plusieurs heures de longs efforts, j'arrive au sommet du col de Birnlücke et aperçois s'étendre devant moi le dernier pays de mon aventure, l'Italie. Et me voilà à plus de 2700 mètres d'altitude au col Birnlücke, je ne sais pas si ça se prononce bien, et je suis pile poil sur la frontière entre l'Autriche et l'Italie. L'Autriche que je viens de quitter et l'Italie juste derrière moi. Ici, pas encore de buongiorno. Avant d'être rattaché à l'Italie à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le Tyrol du Sud était autrichien, presque totalement germanophone. La population essuya les tentatives d'italianisation forcée du régime fasciste, avant de se voir incité à émigrer vers le Troisième Reich, lors du rapprochement entre Hitler et Mussolini. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés imposèrent un traité de protection de la minorité germanophone prévoyant l'autonomie de la province. Le résultat est un coin d'Italie à part, où les jeunes grandissent avec deux langues, même si l'histoire, encore trop fraîche, reste un point sensible. J'entrerai alors enfin dans les célèbres Dolomites par le secret et sauvage vallon de Kiastlin jusqu'au col de Cacagnard. Je longerai, toujours aussi seul au monde, une multitude de cascades en escalier. J'enchaîne ma dernière étape de mon aventure
Je suis dans la partie que j'attendais le plus, c'est-à-dire les Dolomites italiennes. Et là, je remonte les cascades de Siaslin. Il y a 7 heures de marche aujourd'hui et j'ai passé quelques jours dans les Dolomites. Doucement, les imposantes montagnes des Dolomites m'encerclent alors que je continue mon ascension. Le temps est assez lourd, rajoutant une pesante sensation d'étouffement. Je me sens alors soudainement tout petit et insignifiant, comme si je rentrais dans une sorte d'audience entouré par de grands mages, vieux de millions d'années, qui me jugeaient, moi, tout petit homme à pénétrer dans leur lieu sacré. Je décide alors de m'arrêter, casser la croûte, assis sur un petit rocher en attendant que ce sentiment de malaise s'atténue. La montée est rude, les sentiers très étroits, perchés à des dizaines de mètres au-dessus du vide. Mais une fois arrivé là-haut, le spectacle en vaut clairement la chandelle. Je descends alors jusqu'au somptueux lac de Bray pour une étape au bord de l'eau où j'y passerai la nuit. J'enchaînerai alors sur mes dernières étapes avant mon arrivée au fameux Trecime des Dolomites. Encore une ascension vers le col de la Croda del Becco pour rejoindre les alpages du Rossalm. Puis j'entamerai une superbe traversée entre ciel et terre face au versant ocre rouge de la Croda Rossa. Le temps se court alors que j'aperçois les premières fortifications austro-hongroises. Durant toute la première partie de la journée, je croiserai de nombreux vestiges de la frontière fortifiée construite à la fin du 19e siècle par l'Empire austro-hongrois à sa frontière avec l'Italie. Théâtre d'intenses combats durant la Première Guerre mondiale, la région fut rattachée à l'Italie à l'issue du traité de Saint-Germain-en-Laye de 1919. Alors que le ciel se dégage, encore une fois, je me prends une grosse claque par la splendeur de la nature qui m'entoure. C'est après avoir emprunté des sentiers dignes des Via Ferrata que j'apercevrai enfin les fameux Trecime culminant à plus de 3000 mètres d'altitude. Je terminerai donc ce périple en randonnant autour du sommet le plus emblématique d'Italie. Et me voilà aujourd'hui en train d'enchaîner ma dernière journée de marche, ma dernière étape. Et pour ce fait, Grand Angle nous a préparé une surprise. C'est une étape mémorable. Parce que là, je suis toujours dans les Dolomites. Et derrière moi se trouve le Trecime, le Trecime. Je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, vous voyez, c'est le symbole des Dolomites. Cette espèce de gros rocher divisé en 3 parties. Et donc en fait, c'est magnifique. Le refuge où j'ai dormi cette nuit était littéralement à la partie sud, c'était collé au pied du Trecime, du Trecime. Pour cette dernière journée, Grand Angle propose une étape qui fait le tour du Trecime, donc un peu comme le tour du Mont Blanc, mais en beaucoup plus court, parce que ça se fait en une étape, en une journée. Sauf que dès le matin, ça m'a très vite déchanté, parce que je ne sais pas si on voit derrière moi, mais c'est bondé de touristes. Heureusement, Grand Angle a tout préparé, et donc sur la carte qu'il m'avait envoyée, le topo guide, il y avait possibilité de faire un itinéraire alternatif.
Pendant cette randonnée de 2 semaines, j'avais pu me retrouver réellement seul avec moi-même, entouré des plus beaux paysages du sud de l'Allemagne, de l'Autriche, puis de l'Italie. Je me rendais compte à quel point une simple randonnée dans les montagnes pouvait m'apporter. Je me renforçais physiquement, mais aussi mentalement. Apprendre à supporter la solitude, c'est apprendre à se supporter soi-même, s'accepter et se suffire. Quand on y arrive enfin, alors le monde n'a plus de limites. On sait qu'on est capable de tout, car on regagne confiance en soi, en son corps, en son mental. La solitude devient alors notre ami, et ensemble, on devient plus fort. C'est à Venise que je terminerai mon aventure. Je prends alors la journée pour me balader calmement et admirer la cité flottante et ses multitudes de canaux. Une fin parfaite pour se reposer tranquillement avant de rentrer. J'espère en tout cas que tu auras aimé ce voyage au cœur des Alpes centrales. Si tu souhaites réaliser cette même aventure, seul comme moi ou accompagné, je t'ai glissé le lien vers le site de l'agence Grand Angle en description de la vidéo qui propose cet exact même parcours. Pour plus d'informations sur l'itinéraire, le dénivelé et les étapes, le lien vers mon article de blog complet se trouve également en description. Avant de partir, si tu es amoureux ou amoureuse de randonnée et que tu sais filmer ou photographier, il se pourrait bien que je recherche quelqu'un pour m'accompagner lors de mes prochaines randonnées. Alors n'hésite pas à me contacter par mail, tu pourras le trouver en description de la vidéo. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être au courant de la sortie de ma prochaine vidéo qui nous emmènera voyager à travers le monde.